Bonjour à tous, vous êtes sur The Leakers et pour cette nouvelle vidéo, je reçois un agent de stars de Hollywood à l'Europe. Il s'occupe de quelques-unes des plus grandes stars du cinéma. Allez, je vous balance quelques noms comme ça. Si je vous dis Jeff Goldblum, Rosamund Pike, Tom Hiddleston, et oui, Loki, Djimon Hounsou, Mark Dacascos, Elsa Pataky, Emmanuel Shriki, Shirin Boutella, Nadia Fares, enfin bref, la crème de la crème. Il s'appelle Florent Lamy et il va nous parler de son agence Elevate Artist Management et de son métier très peu connu finalement mais qui joue un rôle déterminant dans l'industrie de l'entertainment. Pour cette interview encore exclusive, je suis accompagné de mon pote youtubeur David de chez Actua Ciné. Et comme toujours, si vous voulez encore plus d'exclusivité sur The Leakers, eh bien abonnez-vous, ça me fera super plaisir. N'oubliez pas d'activer la petite cloche, mettez-moi un petit pouce bleu et comme vous savez que j'aime vous lire, écrivez-moi des commentaires, je réponds à tous vos commentaires. Encore merci à vous et je vous souhaite de passer un excellent moment sur The Leakers. Hello Flo. Hello. Ça me fait super plaisir de t'avoir. Welcome sur aussi. The Leakers, t'es vraiment le bienvenu. Tu vois, c'est comme à la maison, puis je vois que t'es à la maison, t'es tranquille là. Je suis à la maison, je peux pas faire mieux là. Ah bah c'est cool, du coup on est directement dans ton intimité, donc c'est vraiment une exclusivité, ça c'est cool. Et puis pour moi c'est vraiment important, tu sais, de mettre en lumière toutes ces personnes dont on parle pas souvent, mais qui jouent un rôle important, tu vois, dans l'entertainment et dans l'industrie du cinéma. Et du coup, ben là je suis sur la target parce que voilà, tu fais partie de ce genre de personnes. En plus, t'es français, donc c'est une fierté. Donc je suis très content de t'avoir, un peu comme Patrick Tatopoulos, qui était le premier invité sur l'émission. T'es manager. Ben oui. Donc t'es manager, t'es talent agent, mais on verra la différence un petit peu plus tard, parce que c'est vrai qu'il y a des subtilités là-dedans. Et donc t'es le CEO, hein, le Chief Executive Officer, enfin en français le PDG, et de Elevate Artist Management que tu as créé en 2015. Et pour tous ceux qui nous regardent, hein, parce qu'il faut leur balancer un peu du lourd, pour qu'ils comprennent, tu bosses avec beaucoup de réalisateurs, d'acteurs, d'actrices. Mais je vais balancer quelques noms comme ça, si tu me permets, je peux. Vas-y. Allez, c'est parti. Allez, si je vous dis Jeff Goldblum, Rosamund Pike, Emmanuel Shriki, Tom Hiddleston, Djimon Hounsou, Jordana Brewster, Mark Dacascos, Freddie Highmore, le réalisateur James Foley, j'adore James Foley. En France, Nadia Fares, Shirin Boutella. Enfin bref, la crème de la crème. C'est vraiment, il y a une passerelle comme ça entre l'Europe et les US. Et toi, j'imagine que tu tiens tout le monde par la main et tu fais des liens. Moi, je voudrais savoir un petit peu, pour tous ceux qui nous regardent, que tu nous racontes un peu ton histoire. Comment tu as commencé? Qui est Florent Lamy? Alors, ça me fait penser, la question que tu me poses, ça me fait penser tout de suite à un film que j'aime beaucoup, c'est avec Adam Sandler qui s'appelle Anger Management. Jack Nicholson qui fait le psy lui demande, bon, alors qui vous êtes? Et là, la question, c'est très compliqué. Je t'ai mis en mode psy. Je me suis dit, merde, j'espère qu'il va pas me poser cette question. Mais tu vois, c'est pour ça. Il y a des journalistes, puis il y a des artistes qui savent pas poser les bonnes questions. Non, mais même des journalistes savent pas poser les bonnes questions aussi. Bah, tu vois, alors ça va. Moi, en fait, à la base, j'étais dans le sport. Étrangement, tu vois, c'est pas du tout ce que je fais aujourd'hui. Je faisais du tennis. Et puis, je voulais être pro. Moi, j'étais passionné de sport. J'ai toujours fait du sport. Malheureusement, il y a un moment où on se dit, on n'a pas forcément le talent pour. Et je l'avais pas. Pourtant, j'ai beaucoup travaillé. Mais il y a le petit truc en plus que ont aussi les artistes, des fois, le petit truc en plus qui fait la différence. Et puis, comme j'étais pas très bon dans les études, hein, on va se l'avouer, je me suis dit, tiens, après le bac, qu'est-ce que je peux bien faire? Il y a du côté du cinéma, on peut peut-être faire quelque chose. J'ai commencé un peu comme comédien, mais moi, c'est vrai que ça me passionnait beaucoup. Alors, je lisais beaucoup sur les méthodes d'acteurs, etc. Mais je suis quelqu'un d'assez, de pas très patient, en fait. Donc, je voulais que ça aille très vite, faire des castings tout de suite, etc. J'avais pas la patience du coup d'attendre encore des années et des années. Je me suis aperçu en même temps que j'aidais beaucoup les copains dans la recherche de casting. Alors des fois pour les petites anecdotes, je me faisais passer pour un directeur de casting ou un agent et j'ai appelé les productions pour. T'es déjà acteur, quoi. Tu vois. Voilà, je faisais l'acteur, mais pour me trouver du boulot et trouver du boulot pour les copains. Alors, je m'appelle tel, machin, je travaille
dans telle agence, etc. Et il me donnait les infos, quoi. Et j'allais beaucoup dans des festivals, en particulier au festival du film américain de Deauville, parce que je suis un grand passionné, bon, bah, comme tu le vois aujourd'hui, du cinéma américain. Et puis, j'ai rencontré un attaché de presse qui est plus en activité aujourd'hui, qui s'appelle François Frey. Lui s'occupait des films américains pour Metropolitan, D'accord. Film Export, la boîte de distribution. On s'est rencontrés, on s'est liés d'amitié, et puis il m'a dit, écoute, qu'est-ce que tu fais? Je lui ai dit, bah écoute, je suis comédien, machin, tu vois. Il me dit, bon non, mais qu'est-ce que tu fais vraiment? Tu vois, j'essaye, quoi, je fais des castings et tout. Et puis à côté, bon bah, j'essaye de bosser un peu et tout. Viens travailler avec moi. J'ai besoin de quelqu'un pour la presse des films. Et j'ai commencé comme ça. Et la boîte s'appelait Kinema Film. Et je me suis retrouvé donc dans ce bureau. Et le premier film sur lequel j'ai travaillé, c'était Le Seigneur des Anneaux. Mais Donc oh là, voilà. juste Donc comme ça, quoi. en plus, c'était extraordinaire comme expérience parce que tu te retrouves vraiment sur le must du must en termes de, en tout cas pour moi, en termes de film et puis d'entertaining. Alors, juste un truc, j'ai Voilà. une question. À ce moment-là, le premier Seigneur des Anneaux, on est en 2001? On est au début Non, des non, années 2000? c'est le deuxième. Mais on est au début des Voilà. années 2000 de toute façon, dans tous les cas. Ouais, voilà, c'est 2000, 2002, 2003, un truc comme ça. Incroyable. J'apprenais le métier, donc tu avais un listing de journalistes, t'emmenais ça à la poste. Tu vois, c'était pas, il y avait pas encore par mail, hein, ça existait pas. On avait des projections privées d'abord, Carrément. avec le distributeur, avec des fois le producteur, et la team d'attachés de presse. Et j'ai fait ça pendant 3 ans. On allait dans les festivals, on faisait, les acteurs américains venaient, les réalisateurs. Donc c'était vraiment très enrichissant parce que j'avais la chance de pouvoir côtoyer comme David Cronenberg, il y avait De Niro, on a vu Charlize Theron, des gens comme ça, et de discuter avec eux, c'était vraiment quelque chose de très enrichissant. Et il y a toute cette machine qui est extrêmement bien rodée, moi qui m'a impressionné en termes d'organisation. Ouais, ils sont carrés. Grave. C'est carré que ça. Alors des fois c'est peut-être un peu trop excessif, Ouais. mais on sait où on va. Et puis ensuite, vers 2005, 2006, un truc comme ça, j'ai monté une petite boîte justement d'attaché de presse, parce que je voulais être attaché de presse. C'est quelque chose qui m'a beaucoup plu. Je vais continuer et je vais m'occuper des acteurs, des actrices, mais pour la presse. Une presse personnalisée. J'ai commencé à m'occuper de quelques acteurs, mais pas connus, hein, tu vois. Donc, c'est un service qui est payant. Donc, les gens te payent par mois. Aux États-Unis, si tu veux, les talents, ils payent enfin en tout cas, ils payent leur agent, ils payent leur manager, ils payent leur publiciste. Ils n'ont pas de problème pour payer. Ça fait partie du développement de leur carrière, d'avoir une équipe autour et de payer. Ce qui n'est pas du tout le cas en France pour des talents français. En tout cas, maintenant un peu plus, mais en 2006-2007, va demander à un talent français de te payer pour l'aider à faire de la presse autour de Bien lui. sûr, ouais. Les relations publiques, tout ça, c'était pas encore dans les. Il va te prendre pour un fou. Il va te dire, mais moi, je ne vais jamais payer pour quoi que ce soit. Ça n'a pas marché du tout. Je baissais même les tarifs, tu vois, en me disant, bon, peut-être que je suis trop dans les tarifs et tout. Et puis, bon, ça fonctionnait pas. J'ai plutôt un esprit d'entrepreneur et j'ai toujours ensuite gardé des relations, du coup, avec certains Américains et dont un réalisateur avec qui je suis resté assez proche, qui s'appelle James Foley. Oh là, Et génial. voilà. Et c'est vrai que c'est grâce à James Foley aujourd'hui que je fais ce métier de manager, parce que lui m'avait dit, écoute, moi je veux bien que tu me représentes. Et j'ai dit, bah ok. Enfin, tu vois, quand t'as un mec comme ça qui te dit, je lui ai dit, James Foley te propose, tu dis oui direct. Je dis oui, mais je savais pas du tout vraiment dans quoi tu t'embarquais. Voilà, dans quoi je m'embarquais, de ce qu'était le métier de manager.
C'est quoi la différence? Comment ça se passe aux États-Unis? Parce qu'il y a, tu parlais d'agent, tu parlais de manager, c'est pas du tout la même chose. On va dire que c'est pas pareil. En tout cas, si je prends le système américain, un agent va déjà avoir beaucoup plus de clients qu'un manager. Deux, c'est au niveau juridique. L'agent, lui, ne peut pas demander une commission au-dessus de 10%, alors que le manager, lui, peut demander 10%, 12, 15, 30, ouais, bien 20%. sûr. L'agent, lui, est là pour trouver du travail, t'envoyer sur des castings, te trouver un script avec une offre directe pour un rôle. Le manager aux États-Unis n'a normalement pas le droit de chercher, de trouver du travail, de trouver des castings. Et l'agent va travailler exclusivement sur un territoire, sur le territoire américain, c'est-à-dire trouver des projets américains, de séries, de films, alors que le manager, lui, va essayer d'avoir une logique de développement de carrière plus international et dans tous les domaines artistiques et entrepreneurial. Le manager va être là vraiment au quotidien. Alors, il peut gérer des fois même les finances, il va gérer l'emploi du temps, c'est lui qui va trouver le bon agent qu'il faudrait. C'est même lui, de temps en temps, qui doit même virer l'agent pour en trouver un autre. Et il peut produire aussi, ce que ne peut pas faire l'agent. Ah ouais, c'est intéressant parce que j'ai vu effectivement sur certaines fiches, sur mon fichier, je voyais donc des acteurs, ils avaient un manager et ils avaient plusieurs agents, effectivement, dans Ouais. différents territoires. Et bah, Voilà. c'est là aussi, bah, il y a ton nom d'ailleurs qui figure quand c'est pour l'Europe. Ce lien, par exemple, entre l'Europe et les USA, tu sais, travailler avec. Alors, je sais qu'il y a des francophones aussi qui sont aux États-Unis, mais c'est quoi la différence majeure? Parce que tout le monde se pose la question de travailler, par exemple, avec un acteur américain, on va dire une star comme tu as dans ton fichier, et aussi une star française. Elle se place où la différence? Il y a un curseur en termes de Écoute, communication, il y a des choses que tu fais différemment, c'est de travailler avec des talents américains, tu travailles pas juste avec le talent, tu travailles avec l'équipe entière. avec l'équipe, ouais. Donc il y a une très grande transparence dans les transmissions d'informations. J'ai un projet européen qui va pour Emmanuel Schricki. Avant même d'en parler avec elle, j'en informe aussi son agent, son manager. On discute ensemble d'abord pour savoir est-ce que ça va être le bon projet, est-ce que c'est quelque chose qu'elle aurait envie de faire, est-ce qu'elle est libre, et on va parler assez vite d'argent aussi. Ce qu'on va pas faire en France, si tu veux, aux États-Unis, il y a une vraie différence sur le fait on te donne un script, mais d'abord on va demander est-ce que le film est financé, quand est-ce que ça tourne et combien d'argent vous offrez à notre client. En France, tu fais pas ça. En France, tu iras jamais voir un producteur. Un agent français va voir un producteur et lui dit bon, ton projet, alors quand est-ce que ça tourne, combien tu vas nous donner pour notre client, etc. Le producteur, il va pas comprendre. Normalement, c'est vrai que tu donnes d'abord le projet, des fois directement au comédien, parce que c'est vrai que Ouais, c'est souvent vrai. les producteurs connaissent un peu tous les comédiens et puis ils vont donner le script directement, leur proposer le rôle et ils disent oui ou non. Mais on n'a pas encore parlé d'argent, on n'a pas encore parlé d'organisation de tournage. Il y a juste ce côté artistique de Lee, est-ce que tu aimes? Si tu aimes, est-ce que tu veux bien faire le film? Et ensuite, je pourrais aller chercher des financements avec ton nom, C'est vrai, etc. c'est vrai. Et on parlera d'argent un peu plus tard. Et c'est le contraire aux États-Unis. Tu parles d'argent d'abord et après tu parles de l'artistique. Ah ouais, c'est très procédurier, mais en même temps, quand on voit où ça les a amenés dans leur industrie, c'est assez incroyable. Bah, en même temps, il y a un revers un peu de la médaille à tout ça, c'est que évidemment les agences américaines, c'est des grosses agences. Il y a 300 ou 500 agents, ils reçoivent 50, 100 mails par jour avec des projets. On aimerait bien avoir Chris Hemsworth, on aimerait bien avoir Brad Pitt, etc. Sauf qu'ils sont à un moment, ils sont obligés de faire le tri Ah oui. pour savoir est-ce que ce sont des projets qui tiennent la route, est-ce que c'est déjà en partie financé, est-ce que ça va vraiment se faire. Les agents ont très très peur d'une chose, c'est de donner des projets, ce qu'on appelle un peu des projets fantômes à leurs comédiens et que ça soit des projets qui ne se fassent jamais.
Et là, les comédiens, en tout cas les talents, peuvent ne pas trop vraiment apprécier en disant, écoute, Bien t'es sûr. gentil, tu me donnes des projets, mais en fait, ils se font pas, ils sont pas financés. Enfin, il y a à chaque fois, il y a une merde. T'as pas l'air de savoir faire ton boulot, je te vire, dégage. Je vais aller, Ah ouais, ouais. je vais aller chez CA, je vais aller chez UTA, enfin bref. Parce que aux États-Unis, on finance un film avant même d'avoir les acteurs. Et souvent, une fois qu'on a l'argent, on va chercher les acteurs. Les producteurs font des offres, c'est une lettre officielle. Voilà, je voudrais engager votre client pour tel rôle. Il y a tant de jours de tournage, c'est payé tant. Il y a toute la logistique qui va avec. On vous offre les billets d'avion en première, hôtel 5 étoiles, machin, etc. Ah ouais, c'est. Voilà. C'est maintenant, vous avez 10 jours pour répondre oui ou non. Et s'ils répondent oui, là, on bloque, on réserve le comédien, on lui envoie une partie de l'argent bloqué sur un compte. Ah, c'est super intéressant. Mm. Donc en fait, ils mettent une offre sur la table, mais il y a une deadline sur l'offre sur la table avec Voilà, un. tu Ah, as, ça, des, t'as des deadlines. Alors, ça d'accord. peut être 10 jours, 15 jours, un mois, tout dépend de l'envie que tu as d'avoir le comédien et combien de temps tu es prêt à attendre. Mais ça marche un petit peu comme ça. En France, ça marche pas du Ah tout bah de non, cette manière-là. pas du tout. C'est marrant cette façon. Enfin, c'est une procédure, mais quelque part, ça permet de faire le tri assez rapidement, de voir les projets, effectivement, comme tu disais, qui tiennent la route, euh, qui est professionnel, pas professionnel, parce que c'est vrai qu'en France, parfois, moi, m'est arrivé qu'on m'appelle pour des projets, que ce soit pour la musique ou pour autre, tu vois. Mais ouais, alors j'ai un projet pour ci, pour ça, est-ce que ça t'intéresse? Mais en fin de compte, c'est pas produit, c'est pas financé, il y a rien. Des fois, tu t'investis pour rien. C'est vrai qu'il y a un peu ce côté-là quand même en France qui est encore très présent. Mais par contre, comme tu disais, il y a ce côté artistique aussi. On laisse quand même un peu plus de place à l'artistique. On donne une chance à quelque chose auquel on croit, sans pour autant parler dès le départ de financement. Mais comme tu dis, il y a le revers de la médaille un peu des deux côtés. Aux États-Unis, ça devient très vite compliqué. Par exemple, pour des films indépendants, c'est compliqué de trouver de l'argent, de payer des comédiens leurs tarifs. C'est compliqué aussi. Avec des studios, c'est très différent. Quand tu as des très gros producteurs et des très gros studios, ils ont l'argent pour faire 20 millions, 30 millions de dollars pour faire un film. Ils envoient les offres aux agents en disant voilà, on aimerait bien avoir telle personne, on vous offre 1 million, 2 millions de dollars. Ça va vite et puis il tourne le mois d'après. Les films indépendants, c'est beaucoup plus compliqué. C'est des petites sociétés de production et avec liées à des plus petits distributeurs. Il y a moins d'argent et pour avoir l'argent, il faut avoir le talent qui va financer ton film indépendant. Donc c'est un peu pareil après en France, mais sauf que c'est quand même beaucoup plus facile d'accéder au talent. Les producteurs, la plupart des producteurs de la place de Paris connaissent 90% des comédiens et les appellent directement ou leur envoient directement les scénarios. Le comédien va dire oui, j'ai envie de le faire. Et puis ensuite, ils vont chercher les financements avec le nom des comédiens. Ici, le seul risque, c'est que tu peux avoir, je sais pas, un Vincent Cassel qui te dit oui à ton film. Tu prévois de tourner pour septembre. Tu vas chercher des financements. T'as pas encore tous les financements. Et puis entre-temps, lui, il aura signé sur un autre film qu'il va préférer, où il y aura peut-être plus de budget, plus d'argent, etc. Et dans ce cas-là, tu dois tout refaire. Ah oui, c'est pas Euh, bloqué comme aux États-Unis, comme t'expliquais tout à l'heure. non, Effectivement. aux États-Unis, vraiment, tu as ce qu'on appelle l'offre, c'est-à-dire la proposition. Et ensuite, eux, ils ont un autre truc, ce qu'ils appellent le pay or play. Tu proposes l'argent et cet argent-là, tu vas le mettre sur un compte bloqué. Le comédien pourra prendre déjà 10% de la somme et l'autre partie de la somme sera débloquée au premier jour de tournage. Par contre, le danger, si tu as une merde et que tu fais pas le film, le comédien, lui, il prend l'argent quand même. Ah, voilà, ouais, là, Il, ouais. il prend, L'avance, il prend l'avance. il prend l'avance, mais il prend tout le reste aussi. Donc, Ah, tu as, d'accord. intérêt à Ah faire le film. Parce que si tu as bloqué, je sais pas, 2 millions de dollars, imaginons, ah ouais. et que tu as dit, bon, bah, tu as réservé ton comédien du 2 juin au 2 juillet. Si tu tournes pas le 2 juin et que, en fait, tu décales au 2 août, il y en a, ils s'en foutent. Et puis, ils nous disent, bah ouais, mais tu me bloques. Moi, j'aurais pu faire un autre film avant. Je considère que le temps que tu m'as pris,
où moi C'est de j'ai l'argent que j'ai attendu. perdu. Voilà, c'est de l'argent que j'ai perdu, donc tes 2 millions de dollars, je les prends. Ah ouais. Voilà. Voilà. C'est vrai que c'est, comme tu disais, c'est le revers de la médaille. Et tu peux nous dire un peu la différence, ton agence, donc elle est basée quand même un peu sur le modèle américain. Et Alors, par rapport à une agence, on va dire, classique française d'acteurs. quand j'ai voulu créer Elevate, je me suis mis vraiment dans l'idée d'importer le modèle de management américain en France pour créer ce pont entre les États-Unis et la France et en même temps aider les talents français à s'exporter du côté des États-Unis, les aider à comprendre le système, à savoir leur trouver un manager, un agent, leur faire des rendez-vous là-bas, etc. J'ai fait beaucoup de recherches et puis j'ai trouvé donc cette actrice qui s'appelle Tania Raymond qui a joué dans Lost, qu'on a connu à l'époque dans Ah ouais. Malcolm quand elle était plus petite, etc. Et qui parle français comme toi et moi. J'avais vraiment cette idée très claire de me dire aujourd'hui, on va travailler partout à International, l'international. ouais. J'ai vu un peu l'émergence de Netflix en 2011, 2010. Je m'occupais de James Foley, mais un petit peu en indépendant. J'avais pas encore monté de société, etc. Et pour la petite histoire, on a beaucoup discuté. Lui, il voulait, ça faisait longtemps qu'il avait pas refait un film. Il voulait pas retravailler avec un studio parce que ça a été très, très compliqué. Il n'avait pas la main mise sur ce qu'il voulait. Le final cut, Ouais. c'est pas la peine. On te le donne jamais, sauf si tu t'appelles Spielberg, Martin Scorsese, etc. Et donc, du coup, il savait pas trop quoi faire. Et moi, je lui parlais de séries. Je lui disais, tu sais, pourquoi tu tirais pas un petit peu là-dedans? Il me disait justement, c'est drôle parce que il a son ami d'enfance, David Fincher, avec qui il était à l'école avec lui, qui l'a appelé un jour pour lui dire, écoute, tiens, je vais travailler pour un petit réseau qui s'appelle Netflix et ils veulent produire leur première série en interne, c'est House of Cards. Donc il lui dit, moi je vais réaliser l'épisode pilote, mais Ouais. je pars sur d'autres projets. Donc, j'appelle un peu les copains pour savoir qui aurait envie de faire l'épisode 2 et 3, etc. Donc, il y a eu Schumacher. Et en discutant avec James, je me permettrai pas de m'imposer et de dire ton pote David Fincher qui t'appelle et de dire non, non, le fais pas, l'écoute pas. Quoi. Tu vois, Bah oui. je, Fonce. je dis au pire, si ça marche pas, personne va le voir, quoi. Parce Bah, que Netflix en 2011, ah oui, oui, c'est vrai. personne connaissait. Hein. C'était un petit peu connu aux États-Unis, mais Aux en États-Unis, Europe. c'était connu, ouais, mais sinon, Donc, je lui dis, écoute, en plus, c'est pour faire 2 épisodes. Vas-y, et puis tu verras ce que ça donne. Du coup, la série a c'est devenu, cartonné. bah ouais, Et ensuite, il a continué, il a fait la saison 2, 3, 4, où il a fait pratiquement tous les tous les épisodes. épisodes, ouais, je me souviens parce que j'ai tout vu, moi. J'ai vu jusqu'à la fin. J'ai pu vraiment voir les débuts de Netflix et puis rencontrer, parler aussi avec les gens. Et ils avaient une idée très claire, hein, c'était de conquérir le monde, Ah vraiment. bah, ils ont réussi, hein. Et ils ont réussi. On va donner aux gens ce qu'ils veulent, mais on va aussi produire nous parce que on n'aura plus besoin à un moment des studios. Et surtout, ils ont réussi à ramener des gens qui avaient déjà des difficultés à travailler avec les studios ou monter leurs films. Bah, tu sais, là, j'y pense comme ça, mais on l'a vu avec Martin Scorsese et son dernier Irishman, où il disait que les studios l'auraient jamais laissé faire un film comme ça de plus de 3 heures, tu vois, au ciné. Du coup, il est allé sur Netflix, apparemment, ils lui ont mis carte blanche. Ah oui, oui, c'est ça. Il y avait moi, de ce que je me rappelle pour la série, il y avait une liberté, une grande liberté pratiquement totale pour le réalisateur. Il laissait un peu carte blanche. Ils se disent, de toute façon, si on prend les meilleurs dans chaque partie, que ce soit en tant que producteur, en tant qu'acteur, en tant que réalisateur, ils vont se donner une énergie mutuelle pour être encore meilleurs. Et ils ont eu raison. Ah oui. Avec House of Cards, c'était une série incroyable à regarder. Je me suis dit, il se passe quelque chose. Les comédiens, je pense, vont être vus partout et ils vont pouvoir
travailler partout. Puis il y en avait déjà beaucoup qui avaient envie de travailler en Europe, mais qui savaient pas comment. Le côté européen, c'est un jeu un peu pour eux. Aujourd'hui, ça prend justement beaucoup d'importance parce qu'ils ont besoin que leurs comédiens aient une valeur en Europe pour mieux vendre leurs films. En 2016, c'est le magazine Screen International britannique, le magazine britannique qui te cite comme un nouveau leader qui émerge comme ça. En 2019, c'est Variety. Donc, tu es vraiment suivi comme ça à l'international. Alors, ça fait super plaisir, évidemment. En plus, ça s'est passé durant le Festival de Cannes en 2016. Derrière, c'est vrai que ça m'a... j'ai vu beaucoup de gens, il y a beaucoup de gens qui m'ont appelé pour me féliciter. Et ça m'a ouvert aussi des portes sur le côté européen. On s'est créé un peu une communauté d'agents européens. Travaillons ensemble, échangeons les talents, etc. Pour le coup, ça m'a ouvert ensuite des portes, pas forcément en France, étrangement. Mais c'est génial parce que là, je t'entends parler et en fait, de par ton expérience et comment tu as commencé, je sens que tu as cette vision très claire d'ouvrir sur le monde parce que tu voyais que le monde s'ouvrait avec l'émergence du service streaming. Et c'est cool parce que tu as une vision vachement claire de tout ça et ça s'entend. Tu vois, ton expérience, même en tant qu'attaché de presse, du coup, voilà, ça amène au succès que tu connais aujourd'hui. C'est vraiment pour ça que j'ai voulu faire ce métier, c'était vraiment de faire ce boulot de manager comme ils le font aux États-Unis, c'est-à-dire de dire aux acteurs, voilà les autres possibilités que vous avez. Donc, il y a un moment, il faut savoir rebondir au bon moment sur d'autres choses. Donc, eh ben écoute, Florent, on va accueillir mon ami de chez Actua Ciné. Il est là. Salut David. Salut John, bonsoir Florent. Salut David. Bon. Eh ben voilà, David, c'est un pote à moi qui a une petite chaîne YouTube et tout. Et voilà, je voulais l'inviter. Star Wars aussi. Eh ben voilà, tu vois, il y a le Dark Vador et tout, là, c'est du collector à mort. Ah ouais, je vois ça. Donc, David, tu voulais poser une ou deux questions à Florent? Oui, je vous écoute donc depuis tout à l'heure. Très intéressant, sacré parcours en tout cas. Voilà, c'est vrai qu'on sent aussi la passion qu'il y a derrière. Je me suis un peu renseigné donc sur votre parcours et ce que vous développez au sein de votre agence, notamment un département avec donc des youtubeurs aussi culinaires, des grands chefs. Comment est venue un petit peu cette cible, ce process? Et est-ce que, par la même occasion, est-ce que la façon de travailler, avec les comédiens dans le cinéma et avec eux, c'est la même chose? J'ai vraiment, en fait, c'est parce que j'ai vraiment une vision très américaine des choses et que aux États-Unis, si tu regardes que ça soit CA, WME, UTA, toutes ces grosses agences, ICM, c'est plus des agences artistiques où ils s'occupent que de comédiens et de comédiennes. C'est vraiment devenu des agences de médias. C'est vraiment pour faire des passerelles internes. Si tu as besoin de quelque chose, on a tout déjà nous. Chez Elevate, ils ont un service financier pour m'aider à financer un film. Ils ont un truc de chef pour si je veux rencontrer des chefs. Donc, je peux dire, voilà, on fait des ponts. Et ça, c'est vraiment le boulot de manager. Tu as une idée, on va t'aider à créer ton entreprise, on va t'aider à trouver des financements. Tu veux écrire un bouquin, eh ben, on va t'aider pour ça aussi. Et aux États-Unis, ils sont tous comme ça. Aux États-Unis, je vais prendre un exemple qu'on connaît tous, mais tu vois un mec comme Mark Wahlberg. Ouais. Mark Wahlberg, bon, acteur de cinéma, mais il a des restaurants, il a créé une marque d'eau, il a des salles de fitness, il a investi dans des startups. Et le mec n'arrête pas. Et ils sont tous comme ça. Ils savent qu'un jour, peut-être, ça peut s'arrêter, mais derrière, ils ont pérennisé et ils sont tranquilles. Et en France, on n'a pas ça encore, on n'a pas cette idée. Tu sais, c'est la question qu'on m'a posée, tu te souviens, à Actua Ciné, tu étais là sur un live, on m'a posé la question, John, alors attends, tu travailles dans la boxe, parce que moi je travaille dans le milieu de la boxe à l'international. Tu as une chaîne YouTube où tu fais des clips, là tu tournes sur une série, ta première série, et là tu ouvres une chaîne YouTube, il fait, mais tu fais tout, il me dit, il y a 24 heures dans une journée, je dis, mais les gars, je dis, moi par exemple, pour donner un exemple, m'occuper d'un contrat de boxe, c'est des coups de fil et 3 mails. C'est pas 8 heures de boulot par jour dans une entreprise, tu vois. C'est une façon de faire. C'est bien entendu connaître le business dans lequel tu te trouves. Mais si tu sais le faire et que tu arrives à un peu t'organiser,
t'as un peu de temps pour toi pour justement essayer de faire plein de choses. Ah ouais, mais toi, t'es trop à l'américaine et tout. Et c'est vrai qu'en France, comme tu le disais, Florent, c'est encore, on n'en est pas là, on n'en est pas là, on n'en est pas. On n'ose pas. Tu sais, Alors que les talents, ils sont là. Hein. Oui, mais tu sais, ce qui est marrant, je regardais un petit peu justement, parce que c'est vrai que c'est un peu à la mode en ce moment d'avoir des agents qui font des interviews et tout Ouais. avec la série 10% qui Oui, cartonne. oui, oui. Et il y a un truc, moi, qui m'énerve un petit peu, c'est que beaucoup d'agents, ils se mettent en tant qu'un peu protecteurs. Il y a un côté, on est une sorte de nounou. Quand ils vont pas bien, on doit être là. Faut qu'on les drive. Enfin, j'avais l'impression qu'il y avait un côté, c'est pas maternel, mais tu vois, on est obligé de contrôler, d'être sur tous les, etc. Quand ils vont pas bien, faut les prendre dans les bras, faut leur dire que ça va. C'est vraiment le rôle de nounou, quoi. Et moi, je suis pas du tout d'accord avec ça. Il y a un moment, c'est des gens qui sont grands, quand même. On n'est pas avec des enfants, qui savent prendre des décisions. On peut les conseiller, leur dire ça, je trouve que tu fais une connerie. Moi, si je dis ça, je trouve que ça, tu fais une connerie. Maintenant, à la fin, c'est ton choix. Je veux surtout pas tomber dans ce truc de nounou surprotégé. Ouais. Un comédien, une comédienne. Et il y en a beaucoup qui m'ont dit, mais moi, j'ai pas besoin de nounou, je veux pas qu'on me fasse ma nounou. Mais c'est plutôt cette jeune génération d'aujourd'hui qui sont assez indépendants. Les agents, en tout cas ici en France, sont plus dans l'affect, dans le côté un peu amitié. Alors, on peut être amis, je dis pas, mais il y a un moment, il y a un moment donné, business is business. Voilà. Exactement. Je peux faire une soirée, faire un dîner et machin avec un de mes clients. C'est super sympa. Mais le lendemain, on est au travail. C'est aussi la différence un peu aux États-Unis. Hein. C'est qu'il y a ce côté on fait passer le business d'abord parce que tout le monde veut gagner de l'argent. Et de parler d'argent ici, c'est plus compliqué. Ouais, c'était justement ma seconde question parce que je rebondis sur ce qui a été dit aussi tout à l'heure et maintenant. Par rapport justement quand un projet arrive, dans les mains d'un comédien, d'un côté, donc il y a la version française, on le sait, donc on donne le scénario, on a un tel ou tel acteur et ensuite on va chercher le financement. De l'autre côté, on a le financement et ensuite on peut aller faire la proposition, par des appels d'offres, à tel ou tel comédien. Et en fait, j'ai vraiment l'impression que c'est l'argent quasiment qui domine le choix. Alors je sais pas, hein, c'est mon ressenti, mais est-ce que c'est véridique tout le temps? Est-ce que des fois, bien sûr, il y a des cas spécifiques, mais qui domine le choix de, oui, ce projet peut m'intéresser, non ou pas vraiment. Là-bas, c'est beaucoup moins tabou, c'est-à-dire qu'il y a pas de honte à gagner de l'argent, contrairement à ici en France, on a déjà du mal à en parler, donc Je vais donner peut-être un exemple plus précis, comme ça les gens aussi pourront ouais. mieux comprendre. Il n'y a pas longtemps, je travaillais sur un projet. Alors je peux pas dire lequel parce que c'est un projet qui se tourne actuellement et c'est compliqué. C'est un projet français et je travaillais avec des producteurs. Ils voulaient un acteur étranger et ils voulaient un Américain, mais quelqu'un de connu. Et si possible, de ce qu'on dit bankable, qui fasse plaisir au studio et à la chaîne de télé. Et ils voulaient aller sur John Travolta. Alors j'ai dit bon. C'est super, John Travolta, ça peut être un peu cher quand même. Voilà. Il y avait une offre, c'était de 250 000 euros pour 10 jours de tournage, 10 ce jours qui de est bien. tournage. Ouais. Voilà. En tout cas, pour ceux qui après nous écoutent, oui, non mais en c'est plus, sympa, John 250 000. Travolta, il fait aussi il fait un peu de la série B, il fait de la VOD, puis il revient des fois au cinéma, Oui. donc oui. Et le manager, la manager de John Travolta me dit tout de suite, c'est 3 millions de dollars. 3 millions, c'est une phrase, c'est super, merci pour ce genre de projet, c'est 3 millions. Mais les mecs, ils sont déjà, si tu veux, ils sont déjà dans le système de négociation. Ouais, c'est ça. Ah Ouais. Donc, ils tapent très haut. C'est 10 jours de tournage sur un film qui a une dizaine de millions de budget. Non, on fait pas ça. Le processus a été des discussions de négociation en disant
Ouais, non, ça, bah, alors c'est pas possible. Regarde le projet déjà, regarde au moins le projet, dis ce que t'en penses. Bah, 2 jours après, tu as un mail en disant, ouais, le projet est intéressant, on peut baisser à 1 million. Tu vois, déjà, on est passé de 3 à 1 million. Donc là, tu dis, bah non, c'est encore trop cher, quoi. Pour un John Travolta, tu peux augmenter à 300, 500. 350 si les autres investisseurs veulent bien augmenter l'offre. Donc j'ai dit, bah non, c'est trop cher et tout. Je vais en parler à John Travolta et puis il regarde quand même le projet. Il trouve ça sympa. Allez, pour 600 ou c'était après, on tombe à 600 000. C'est encore trop cher. Tu as l'argent, tu as le salaire, mais tu as toute la logistique autour. Bah oui, bien C'est sûr. ça qu'il faut comprendre, c'est qu'un mec, par exemple, comme John Travolta, tu le fais pas voyager sur Air Haïti en seconde, quoi. Ouais, ça c'est sûr. Ouais. Bon, C'est sûr. bah, là, lui, lui, normalement, en plus, il te demande, il prend son avion. En plus, Donc, il a son avis. ouais, il prend son avion. Ça te coûte sûrement encore 100 000 euros de plus. Il faut quand même une grande maison. Il y a son staff qui vient aussi, etc. Donc, tout ça coûte de l'argent. Donc finalement, quand on te dit 600 000, c'est pas 600 000. C'est finalement, tu reviens à 1 million en tout. Donc finalement, on est descendu, on a réussi à un moment à 300 000, mais il y avait toute la logistique. Et puis après, finalement, il a dit non parce que, et puis il préfère venir sur un plus gros film avec un plus gros rôle. Mais on est passé de 3 millions à 300 000 euros. Ça prouve que c'est possible de pouvoir négocier, mais il faut toujours négocier. Un peu comme si tu es dans un match de boxe, quoi. Je te donne un coup, bon bah ok, j'esquive, mais je vais t'en donner un autre. Mais d'ailleurs, même les négociations, moi j'ai l'occasion de négocier, tu vois, des contrats pour des boxeurs. Voilà, tu passes des fois, ouais, on a que 10 000 euros, puis tu arrives à obtenir 30. Et puis des fois, ouais, on a que 80, puis tu arrives à obtenir 300. Ça m'est arrivé, tu vois. Mais non, c'est ça, c'est la négociation, c'est effectivement. Il faut bien connaître son sujet quand même. Avec les talons américains, tu parles très très vite avec les agents américains ou les managers. Tu parles très vite d'argent, tout de suite, pratiquement. C'est combien? Les producteurs en France n'ont pas l'habitude de ça, d'entendre c'est combien. D'abord, on lit le script et après, on parle d'argent. Voilà. Pour mes clients, mes clients américains qui veulent travailler en Europe, au fur et à mesure, j'arrive à leur expliquer à leur agent ou manager que on ne fonctionne pas comme ça. Et les talents américains, au final, eux, ils acceptent ça parce qu'ils ont quand même envie de travailler. C'est surtout le travail avec les agents américains et managers qui est plus compliqué parce qu'ils n'ont pas notre culture, ils n'ont pas notre façon de faire. Mais le problème aussi, c'est qu'ils peuvent juste pour de l'argent, dire oui sans lire le script. Tu as un producteur qui va faire une offre à $1 million à n'importe quel talent américain. L'agent va dire ouais, c'est super, fais-le, parce qu'il se prend une com de 100 000. Et du coup, et le film, des fois, ça peut être de la merde, vraiment de la merde. J'ai pris un chèque, mais j'ai fait un film de merde. Ma carrière en prend un coup. Faut toujours doser en disant alors est-ce que je prends plus d'argent, moins d'argent en faisant un bon film. Et nous en France, on a peut-être un peu plus cette culture d'essayer de choisir ce qui est le mieux pour nous que de faire des films juste d'argent. T'as clairement, des fois, on voit clairement des comédiens, des super comédiens français qui prennent un chèque et parce que leur agent leur a dit de le faire. C'est aussi que les agents, clairement, ils ont besoin de faire du chiffre. Ils ont quand même une entreprise à tenir. Ils ont quand même des bons bureaux. Ils ont des salaires. Ils ont toute l'infrastructure à payer, les taxes, etc. Donc, ils sont obligés de faire du chiffre. Je ne crois pas, honnêtement, si un agent me dit j'ai toujours fait faire un film à mon talent parce que je le trouvais bien. Dans tous les projets qu'il a pu faire, je crois pas. Ouais. Je crois qu'il y a un moment, et je le dis parce que moi aussi, je l'ai fait. Je l'ai fait, ça m'est arrivé de recevoir une offre
de 200 000 euros, puis de même pas vraiment regarder le projet et de le donner à un client en disant ouais, vas-y, regarde, c'est quand même intéressant, quoi. Dans l'espoir qu'ils disent oui. Parce que je me suis dit, ah putain, quand même, je vais me prendre 20 000 euros là-dessus. C'est pas négligeable. Surtout quand tu commences, quand tu vois, de faire la différence entre est-ce qu'on fait des choses pour l'argent, pas pour l'argent. Et c'est là où le manager, justement, joue un petit peu d'intermédiaire. C'est que l'agent va être très poussif, généralement, à dire, écoute, fais le film, parce que, et puis en plus, tu as 2 millions de dollars. Puis comme ça, moi, j'ai 200 000 qui arrivent et il faut que je fasse du chiffre pour ma boîte, parce que sinon, je peux me faire virer aussi. Pour moi, le meilleur exemple pour comprendre ce que fait un manager, c'est l'exemple de Matthew McConaughey. Matthew McConaughey, on le connaît tous pour les comédies romantiques qu'il fait où il est torse nu, il court sur la plage. Et il faut savoir qu'avant, il a quand même fait du théâtre à Broadway, il a tourné avec Coppola, etc. Et qu'il avait une image vraiment du mec de la comédie romantique et tout. Alors il gagnait entre il prenait des fois 8 millions, 10 millions de dollars pour faire ses films. Mais un jour, il en a eu marre. Et il s'est réveillé et la première chose qu'il a appelé, c'est son manager en disant, écoute, aujourd'hui, j'arrête, je refuse tous les projets, tous les trucs de comédie romantique, de machin, même si c'est 5 millions, 10 millions, je m'en fous, j'arrête. T'as son manager qui a dû sûrement se dire c'est quand même chaud, mais qui a dit ok, on fait une réunion, on va tous caler et maintenant ils ont fait une réunion avec l'agent, l'attaché de presse, on va changer ça, on va te donner ce que tu veux. Tu veux jouer dans des grands films avec des grands réalisateurs, même si c'est pas un premier rôle, même si c'est un petit rôle, tu veux qu'on te revoie comme un vrai comédien, comme un comédien qui peut tout jouer. Et ils ont fait ça. Et tu vois le film de Le Loup de Wall Street, la scène où il est comme ça, 2 minutes, tu te rappelles que de ça, quoi, dans le film. Même si le film est génial, mais la scène est devenue culte. Il a fait une vidéo là qui est sortie il y a peu. Il a refait une vidéo sur son Twitter à la fin. C'était mortel. Après, il fait Dallas Buyer Club, il enchaîne, il a l'Oscar, etc. Trop détective. Donc voilà, ça c'est et le manager a trouvé avec son équipe tous les moyens pour pouvoir aller là où voulait aller Matthew McConaughey, c'est-à-dire redevenir le comédien qu'il était quand il avait 20 ans et quand il tournait un peu avec les plus grands. Et ça a marché. Bah, merci à vous. Hein. Merci à vous. C'était super. Je te laisse dire au revoir à Florent. Bah, écoute, Florent, je te remercie beaucoup. Et puis, ouais, au plaisir. Hein. Écoute, on se croisera peut-être un de ces quatre, mais pas sans se voir. Autour d'un verre, tranquille, quoi. Ouais. C'est sûr. Ah bah, oui. David, salut. Frérot, on reste en contact. Et on s'appelle, ok? Ouais, ça roule. Ciao, mon gars. Salut tout le monde. Ciao. Mais comme on s'est dit, de toute façon, il y a des choses qui peuvent se faire. Tu pourras revenir. On a parlé éventuellement de concepts en faisant venir d'autres artistes. Donc ça va être cool. Ça va être cool, ça. Mon Florent, merci pour ton temps. Merci. C'était vraiment un plaisir, un honneur de te recevoir sur l'émission. Et puis, de toute façon, j'espère que je reviens quand même, merde. Parce que là, Florent, tu reviens quand tu veux, tu le sais. Et de toute façon, non, on va faire ce qu'on s'est dit là. On va garder ça d'un côté de notre tête et puis tu vas revenir et puis tu reviendras pas tout seul. Mais on va faire ça bien. En tout cas, je te remercie beaucoup. Et puis je te dis à très vite, ok? Ok, à très vite. Merci beaucoup encore. Merci. Bonne soirée, mon Flo. Ciao. Ciao.